Chassée de chez elle avec ses filles et sans nulle part où aller, une veuve trouve refuge dans une masure abandonnée au bord de la rivière. Ce qu'elle y découvre, caché depuis des années, révèle un secret capable de changer son destin et de menacer ceux qui ont tout fait pour l'enterrer. J'aurais voulu ne pas croire qu'on puisse jeter une personne comme une vieille chose, mais c'est ce qu'ils ont fait de moi. 3 jours après l'enterrement de Jean-Claude, ma belle-sœur a frappé à la porte de ma maison. Notre maison, que j'avais aidé à monter brique par brique, nettoyée chaque jour pendant 12 ans, repeinte en blanc 2 fois, où j'avais planté un jasmin sous la fenêtre de la cuisine. Elle n'est pas entrée, elle est restée sur le seuil avec ce visage de pierre que toute la famille de Jean-Claude savait si bien faire. Sylvie, il faut qu'on parle. Parler comme s'il y avait quelque chose à dire, comme si je n'avais pas vu dans ses yeux, depuis la veillée, ce qui se préparait. La maison appartient à la famille, a-t-elle dit sans même scier. Ça a toujours été comme ça. Jean-Claude n'a jamais mis ton nom sur quoi que ce soit, tu le sais bien. Je le savais. Je le savais parce que Jean-Claude disait toujours que ce n'était pas la peine, qu'un bout de papier ne changeait rien, que nous ne faisions qu'un. Je le savais parce que je lui faisais confiance, parce que je croyais que l'amour suffisait. Tu as jusqu'à la fin du mois pour partir. La fin du mois, 15 jours. Elle a tourné les talons avant que je puisse dire quoi que ce soit. Non que j'ai eu quelque chose à dire. Ma voix s'était tarie en moi comme un puits en pleine sécheresse. Je suis resté là, planté, à regarder la poussière ocre se soulever du chemin quand elle est partie. Le soleil de midi tapait fort, de cette façon qui donne l'impression que tout le ciel vous pèse sur les épaules. Les cigales chantaient dans les tilleuls, la vie continuait, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé, les filles étaient à l'école. Jeanne, l'aînée, avait 11 ans, Claire en avait 8. Elle ne savait pas encore que nous allions nous retrouver sans maison. Elle ne savait pas encore que leur mère ne valait rien aux yeux de la famille de leur père. Je suis rentré et je me suis assise sur le lit que j'avais partagé avec Jean-Claude. Le matelas gardait encore la forme de son corps sur le côté gauche. Je n'arrivais pas à dormir de ce côté-là, je ne pouvais même pas m'en approcher. J'ai passé la main sur le drap et j'ai senti la boule me monter à la gorge. 12 ans, 2 filles, une vie entière construite avec cet homme, et maintenant, plus rien. Comme si je n'avais jamais existé. Les 15 jours sont passés trop vite et trop lentement à la fois. J'ai rassemblé ce que je pouvais emporter, les vêtements des filles, de vieilles casseroles, la radio cassée que Jean-Claude avait promis de réparer, la statue de la Vierge que ma mère m'avait donnée à mon mariage. Le reste, il voulait que ça reste. Il disait que c'était le patrimoine de la famille. Je n'ai pleuré devant personne. Je n'allais pas leur faire ce plaisir. Le dernier jour, j'ai mis nos baluchons dans une brouette prêtée, et je suis parti avec les filles sur le chemin de terre. Jeanne n'a rien demandé, mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle comprenait plus de choses que je ne l'aurais voulu. Claire a pleuré tout bas, en cachant son visage dans mon bras. « On va où, maman ?»« Dans un endroit à nous, » j'ai dit, comme si je savais, mais je ne savais pas. Il n'y avait aucun endroit. Nous avons marché jusqu'au village, et de là nous avons suivi la vieille route qui longeait la rivière. J'avais entendu parler, il y a longtemps, d'une maison abandonnée du côté du talus. Personne n'y vivait depuis des années. On disait que le propriétaire était mort, que la famille avait disparu, que l'endroit tombait en ruine. Mais c'était un toit. Et à ce moment-là, c'était tout ce que j'avais. Le soleil se couchait déjà. Quand nous sommes arrivés, la maison est apparue au milieu des hautes herbes, entourée d'arbres tordus et de lierres. Les murs étaient entorchis, écaillés, avec des taches d'humidité qui montaient du sol. Le toit de tuiles rouges était percé de trous, on pouvait voir le ciel à travers les fentes. La porte d'entrée était entr'ouverte, grinçant dans le vent. « On va habiter ici ?» a demandé Claire d'une petite voix. « Pour l'instant » ai-je répondu. J'ai poussé la porte. Elle a gémi sur ses gonds rouillés, s'ouvrant sur une pièce sombre, poussiéreuse, qui sentait le moisi et l'abandon. Il y avait des toiles d'araignée dans les coins. Le plancher était descellé à plusieurs endroits,
et une fenêtre était cassée sur le côté gauche, laissant entrer un filet de lumière orangée du crépuscule. Mais il y avait 4 murs, et c'était à nous. Cette nuit-là, nous avons dormi par terre, serrées les unes contre les autres, couvertes avec ce que nous avions. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil. J'écoutais le bruit de la rivière en contrebas, le vent qui secouait les arbres, le grincement du vieux bois, et j'essayais de ne pas penser à comment j'en étais arrivé là. J'essayais de ne pas penser qu'il y a 3 mois, j'étais encore la femme de quelqu'un, j'avais encore une place dans le monde. Maintenant, je n'étais que ce qu'il restait. Les premiers jours ont été les pires. La maison était dans un état terrible. Le toit fuyait quand il pleuvait, et il a plu à verse dès la première semaine. J'ai dû mettre des seaux partout par terre. Et le bruit de l'eau qui gouttait dans les récipients en fer devenait une sorte de musique triste qui ne s'arrêtait jamais. J'ai nettoyé comme j'ai pu, j'ai balayé la poussière, enlevé les toiles d'araignée, réparé la fenêtre avec des bouts de bois trouvés dans le jardin. Les filles m'aidaient sans trop se plaindre. Mais je voyais la fatigue dans leurs yeux, la tristesse. Leur père leur manquait, leur maison leur manquait, une vie qui n'existait plus leur manquait. À moi aussi, mais je ne pouvais pas le montrer. Je devais être forte, je devais tenir bon, parce que si je m'effondrais, nous sombrions toutes ensemble. La journée, j'allais au village pour essayer de trouver du travail. Je faisais la lessive pour une vieille dame, j'aidais à la récolte dans un potager, je faisais des ménages en échange de nourriture. Ce n'était pas grand-chose, mais ça nous permettait de tenir. Les filles restaient à la maison et je leur demandais de ne pas trop sortir, de ne pas s'éloigner de la rivière. Non pas que j'ai peur des gens, mais l'endroit était isolé. Presque personne ne passait par là. C'était comme si nous avions quitté le monde, et peut-être que c'était mieux ainsi. C'est à la 3e semaine que j'ai commencé à le remarquer. Il y avait une odeur étrange qui venait de l'intérieur de la maison. Ce n'était pas du moisi ni de l'humidité, c'était autre chose. Une odeur un peu douceâtre, un peu lourde, qui apparaissait de temps en temps, surtout la nuit. Au début, j'ai cru que c'était dans ma tête, que la fatigue me faisait imaginer des choses. Mais ensuite, Jeanne a dit « Maman, tu ne sens pas une odeur bizarre ?» Elle était accroupie près du coin du salon, là où le plancher était le plus lâche. Quelle odeur! Je ne sais pas. C'est comme s'il y avait quelque chose en dessous. Je me suis approché, je me suis baissé. L'odeur était plus forte ici, et quand j'ai marché sur la latte, elle a cédé un peu, en grinçant profondément. « Pousse-toi de là, Jeanne !» Elle s'est écartée, et je suis resté à regarder ce morceau de plancher. Il y avait quelque chose en dessous, quelque chose qui ne devrait pas y être. Cette nuit-là, après que les filles se soient endormies, je suis retourné dans le coin du salon avec une bougie et un vieux couteau que j'avais trouvé dans la cuisine. La lumière de la flamme vacillait sur les murs, faisant danser les ombres. Le silence était si grand que j'entendais mon propre cœur battre. J'ai glissé le couteau dans la fente entre les lattes et j'ai forcé. Le bois a gémi, a résisté. Mais peu à peu, il a commencé à céder. J'avais des sueurs froides, les mains tremblantes, mais je n'ai pas arrêté, jusqu'à ce que la latte se détache avec un claquement sec. J'ai levé la bougie et j'ai regardé en dessous. Et c'est là que je l'ai vu. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Sous le plancher, dans l'espace étroit, entre le bois et la terre battue, il y avait une vieille boîte en métal, rouillée sur les bords, avec un couvercle qui semblait scellé depuis longtemps. De la taille d'une petite valise, elle était lourde quand je l'ai tirée vers le haut. L'odeur venait de là. Ce n'était pas de la pourriture, ni la mort. C'était une odeur de vieille terre, de moisi ancien et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. J'ai posé la boîte par terre, j'ai essuyé la poussière du couvercle avec le pan de ma jupe. Il y avait des lettres gravées dans le métal, mais elles étaient usées, presque effacées. Je n'ai réussi à lire qu'une chose, famille Lefebvre. Lefebvre, le nom de famille de Jean-Claude. Mon cœur s'est emballé. Mes mains se sont mises à trembler encore plus. Il y avait une boîte de la famille de mon mari, enterrée sous le plancher d'une maison abandonnée. J'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était fermée à clé. J'ai cherché la clé à proximité, entre les lattes, sous la terre.
Mais il n'y avait rien. Je suis restée assise, là, à regarder cette boîte, comme si elle allait me mordre. La bougie se consumait lentement, la cire coulant sur le plancher. Dehors, le vent s'était levé, secouant les arbres avec un bruit qui ressemblait à un gémissement. J'aurais dû laisser tomber, j'aurais dû l'enterrer à nouveau et faire comme si je n'avais jamais rien vu. Mais je n'ai pas pu. J'ai pris le couteau et j'ai commencé à forcer la serrure. Ça a pris du temps. La rouille résistait, le métal grinçait, mais je n'ai pas abandonné. Quelque chose en moi avait besoin de savoir, besoin de comprendre. Finalement, avec un dernier effort, le couvercle a cédé, et quand je l'ai ouvert, le monde s'est arrêté. À l'intérieur de la boîte, il y avait des documents, de vieux papiers jaunis, certains presque en lambeaux. Et de l'argent, beaucoup d'argent, des liasses de vieux billets attachés avec de la ficelle. Ce n'était pas de l'argent récent, mais c'était une fortune, plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. J'ai pris un des papiers avec précaution. C'était un acte de propriété, des terres que je reconnaissais. C'étaient les mêmes terres que la famille de Jean-Claude disait leur appartenir. Mais sur cet acte, le nom qui apparaissait n'était pas Lefebvre. C'était un autre nom, un nom que je ne connaissais pas. J'ai pris un autre papier, une lettre. L'écriture était soignée, celle de quelqu'un qui savait bien écrire. J'ai commencé à lire, la bougie tout près, éclairant les mots délavés. Si quelqu'un lit ceci, c'est que la vérité doit éclater. Ce que nous avons fait ne peut rester enterré à jamais. Les terres n'étaient pas à nous, elles ne l'ont jamais été. Nous les avons prises par la force, avec des menaces et des mensonges. Et quand le vieux Henri a voulu nous dénoncer, nous... La phrase s'arrêtait là, coupée, comme si celui qui écrivait avait été interrompu. Mais je comprenais assez pour savoir que c'était dangereux. J'ai continué à fouiller dans les papiers. Il y avait des certificats, des reçus, des notes manuscrites. Et au fond de la boîte, sous tout le reste, il y avait une vieille photographie en noir et blanc, un peu déchirée sur les bords. C'était une photo de famille, plusieurs personnes devant une maison. 7 maisons. La même maison où je me trouvais. Et au milieu d'eux, j'ai reconnu un visage, le père de Jean-Claude, Dominique Lefebvre, l'homme que tout le monde au village respectait, le patriarche, le propriétaire de presque tout par ici. Il souriait sur la photo, la main sur l'épaule d'un homme plus âgé, maigre, au regard fatigué. J'ai retourné la photo. Au dos, une phrase était écrite à la main. « Dernière photo avant l'incendie. Que Dieu nous pardonne. » L'incendie. Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise par terre, la boîte ouverte à côté de moi, lisant et relisant ces papiers jusqu'à ce que la bougie s'éteigne, jusqu'à ce que le soleil commence à poindre à travers les fentes du toit. Quand les filles se sont réveillées, j'avais déjà tout caché à nouveau sous le plancher. J'ai remis les lattes en place, j'ai poussé un vieux meuble par-dessus. Personne ne devait savoir. Moi-même, je ne savais pas vraiment quoi faire de tout ça. « Maman, ça va ?» m'a demandé Jeanne en me regardant avec ses yeux trop vifs pour son âge. « Oui, ma chérie, j'ai juste mal dormi. » Mensonge. Je n'allais pas bien. J'étais terrifié. Parce que maintenant, je savais. Je savais que la famille de Jean-Claude avait tout construit sur un mensonge. Que les terres, le respect, le pouvoir, rien de tout cela n'était légitime. Ils avaient volé, ils avaient menacé, et d'après ce que la lettre laissait entendre, ils avaient fait bien pire. Et Jean-Claude, est-ce qu'il savait? Est-ce que mon mari était au courant de tout ça? Le doute me faisait plus mal que la certitude. J'ai passé les jours suivants à essayer d'agir normalement. J'emmenais les filles jouer près de la rivière. J'allais au village chercher ce dont nous avions besoin. Je travaillais où je pouvais. Mais ma tête n'arrêtait pas de tourner. Chaque soir, quand le silence pesait, je pensais à cette boîte, à ces papiers, à cet argent. Je pouvais prendre cet argent et disparaître, recommencer une nouvelle vie loin d'ici. Les filles méritaient mieux. Je méritais mieux. Mais la vérité, si ces documents disaient ce que je pensais, alors il y avait des gens qui avaient été volés, chassés de leur propre terre, peut-être même tués.
et j'allais simplement faire comme si je ne savais rien. C'est la 5e nuit que j'ai pris ma décision. Le lendemain, j'irai au village, et je chercherai quelqu'un qui pourrait comprendre ces documents, quelqu'un qui pourrait me dire si ce que j'avais trouvé était bien ce que je pensais. Mais au lever du soleil, avant que je ne parte, j'ai entendu du bruit dehors. Une voiture qui s'arrêtait sur le chemin de terre, une portière qui claque, des pas qui venaient en direction de la maison. Mon cœur s'est emballé. J'ai couru à la fenêtre et j'ai regardé par une fente. C'était lui, Renaud, le frère aîné de Jean-Claude, celui qui avait tout hérité après la mort de leur père, l'homme le plus riche de la région. Il n'était jamais venu ici, jamais. Et maintenant, il était là, devant la maison, à regarder la porte, avec cette expression dure que je connaissais si bien. Il savait, d'une manière ou d'une autre, il savait que j'avais trouvé la boîte, et il était venu la chercher. J'ai dit aux filles de courir dans la chambre du fond et de fermer la porte à clé. Jeanne m'a regardé avec peur, mais elle a obéi. J'ai pris le couteau de la cuisine et je l'ai caché dans mon dos. Quand on a frappé à la porte, je tremblais de tout mon corps. « Sylvie, je sais que tu es là. Ouvre. » Sa voix était calme, trop calme. J'ai respiré un grand coup et j'ai ouvert la porte. Juste une fente. « Qu'est-ce que tu veux, Renaud ?» Il m'a regardé de haut en bas, de cette manière qu'ont les gens de vous jauger. Puis il a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis venu te rendre une petite visite. Voir comment tu vas, comment vont les filles. On va bien. Vraiment. » Il a jeté un œil à l'intérieur de la maison, essayant de voir. Cette maison est un peu isolée, ce n'est pas dangereux. Une femme seule avec 2 enfants. On se débrouille. Je sais bien. Il a fait un pas en avant. Mais parfois, on trouve des choses qu'on ne devrait pas trouver. De vieilles choses, des choses qui ne servent plus à rien. Mon sang s'est de nouveau glacé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non ? Il a penché la tête. Parce que cette maison, elle a une histoire, tu sais, une histoire qu'il vaut mieux laisser tranquille. J'ai serré fermement le couteau dans mon dos. Je n'ai touché à rien qui ne soit pas à moi. Parfait. Il a fait un autre pas. Alors ça ne posera aucun problème si je jette un œil, n'est-ce pas? Tu n'entreras pas ici. Les mots sont sortis avant que je n'y pense. Ferme. Dur. Renaud s'est arrêté. Il m'a regardé avec surprise, puis avec colère. Fais attention, Sylvie, tu n'es personne ici. Personne. Et si tu crois que tu peux m'affronter, je ne t'affronte pas. Ma voix tremblait. Mais je ne baissais pas les yeux. Je dis juste qu'ici, c'est chez moi maintenant, et que tu n'entres pas sans y être invité. Le silence qui est tombé entre nous était lourd comme du plomb. Il m'a fixé pendant un temps qui m'a semblé durer des heures. Puis, il a fait un pas en arrière. Tu vas le regretter. Et il a tourné les talons. Je n'ai fermé la porte que lorsque sa voiture a disparu sur la route, soulevant une poussière ocre. Alors je me suis effondré par terre, tremblant de tout mon corps, le couteau tombant de ma main. Les filles sont sorties de la chambre en courant et m'ont serré dans leurs bras. Et j'ai su à ce moment-là que je venais de commencer une guerre que je ne savais pas si je pouvais gagner. J'ai passé le reste de la journée dans une angoisse terrible. Chaque bruit dehors me faisait sursauter. Chaque ombre qui passait devant la fenêtre semblait être une menace. Les filles l'ont remarqué. Jeanne est devenue trop silencieuse et Claire ne lâchait pas ma jupe. « Maman, c'était qui cet homme ?» a demandé Jeanne alors que le soleil se couchait. « C'était votre oncle. » Il avait l'air en colère. « Non, ma chérie, il est juste venu nous rendre visite. » Encore un mensonge. Je mentais trop à mes filles. Mais que pouvais-je faire? Leur dire la vérité. Que leur oncle, l'homme que tout le monde respectait, était venu me menacer, que sous le plancher de notre maison se cachaient des secrets qui pouvaient détruire toute une famille. Non, elles étaient trop petites pour porter ce fardeau. Quand la nuit est tombée, j'ai couché les filles de bonne heure. Je leur ai chanté une berceuse, en passant la main dans les cheveux de Claire jusqu'à ce qu'elles s'endorment.
Jeanne est restée les yeux ouverts plus longtemps, me regardant avec cette expression qui me brisait le cœur. « Maman, on va s'en sortir ?»« Oui, mon amour, je te le promets. » Encore une promesse que je ne savais pas si je pouvais tenir. Quand elles se sont endormies, je suis sorti. J'avais besoin de respirer, de réfléchir. Le ciel était clair, rempli d'étoiles. La lune éclairait la rivière en contrebas, faisant briller l'eau. Le bruit du courant était le seul son, avec les grillons et les grenouilles qui chantaient sur la rive. Je me suis assise sur le bord de la terrasse délabrée, les pieds dans le vide, et j'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes pensées. Ce que j'avais entre les mains, c'était de la dynamite. La preuve que la famille Lefebvre avait bâti son empire sur le vol, le mensonge et probablement le sang. Si je portais ces papiers aux bonnes autorités, je pourrais tout faire s'écrouler. Mais à quel prix? Renaud n'allait pas laisser passer ça. Il m'avait déjà menacé, et si j'insistais, il pourrait faire pire. Il pourrait m'enlever les filles. Il pourrait inventer que j'étais folle, que j'étais une menteuse, que j'avais volé les documents. Il avait de l'argent, du pouvoir, des gens à sa solde, et moi, je n'avais rien, sauf la vérité. Et la vérité seule, ça vaut quelque chose? C'est là que j'ai entendu le bruit. Ça venait de l'intérieur de la maison. Un grincement comme si quelqu'un avait marché sur une latte de plancher descellée. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Les filles, silence. Je suis entré doucement, essayant de voir dans le noir. La maison était dans l'ombre, seule la lumière de la lune entrait par les fenêtres cassées. Jeanne? Claire? Rien. Je suis allé dans la chambre. Elles étaient là, dormant toutes les deux, blotties l'une contre l'autre. J'ai respiré, soulagé, mais le bruit avait été réel, j'en étais sûr. Je suis retourné dans le salon et je suis resté là, à écouter. Et puis je l'ai entendu de nouveau, ça venait de sous le plancher, de l'endroit où j'avais caché la boîte. Mon sang s'est glacé, je me suis approché lentement, marchant avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. Quand je suis arrivé près, l'odeur était plus forte. Cette odeur étrange, douceâtre, lourde. Et il y avait autre chose. Le meuble que j'avais placé sur les lattes avait été déplacé. Juste un peu, mais assez pour que je le remarque. Quelqu'un avait fouillé ici. Quelqu'un était entré dans la maison pendant que j'étais dehors. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, le couteau à la main, assise sur une chaise adossée à la porte de la chambre des filles. Le matin, dès le lever du soleil, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester là à attendre. Je ne pouvais pas rester sur la défensive. Je devais agir. Je devais découvrir toute la vérité avant que Renaud ne découvre ce que je savais. J'ai laissé les filles chez Madame Augustine, une vieille dame du village qui avait été gentille avec moi. J'ai inventé que je devais régler quelque chose en ville. Elle n'a pas posé beaucoup de questions. Elle a juste hoché la tête et m'a dit de faire attention. J'ai pris le bus pour la ville la plus proche. C'était un trajet de près de 2 heures sur une route de terre défoncée. Mon estomac se retournait à chaque secousse. Mais ce n'était pas seulement à cause de la route. C'était la peur de faire une erreur, la peur de mettre mes filles en danger. Mais j'ai continué. En ville, j'ai cherché les archives. C'était un vieux bâtiment aux murs jaunis avec un ventilateur de plafond qui tournait lentement, sans rien rafraîchir. La jeune femme à l'accueil m'a regardé de haut en bas quand je suis entré. Je devais avoir l'air de ne pas être à ma place. Vêtements simples, la poussière de la route encore collée à mes chaussures, les mains calleuses à force de travailler. C'est pourquoi je voudrais voir de vieux documents, des actes de propriété. Elle a haussé un sourcil. Quelles terres? Les terres de la famille Lefebvre, du village de Saint-Benoît. Son expression a changé. Elle est devenue tendue. Ça, c'est compliqué. Pourquoi? Elle a regardé autour d'elle comme si quelqu'un pouvait écouter. Parce que la famille Lefebvre n'aime pas qu'on fouille dans leurs documents. On a déjà eu des problèmes. Quel genre de problème? Elle n'a pas répondu, a juste secoué la tête et est retournée à son ordinateur. Écoutez, madame, si j'étais vous, je laisserais tomber. On ne se frotte pas aux gens importants. Je veux juste voir les documents.
C'est mon droit, non? Elle a soupiré. Elle m'a regardé un moment, comme si elle prenait une décision. Puis elle s'est levée. Attendez ici. Elle a disparu à l'arrière des archives. Je suis resté là, sentant la sueur couler dans mon dos, le cœur battant plus vite à chaque seconde. Ça a duré longtemps, si longtemps que j'ai cru qu'elle n'allait pas revenir, mais elle est revenue avec un vieux dossier dans les mains. « Je ne devrais pas faire ça », a-t-elle dit en posant le dossier sur le comptoir. « Mais vous avez l'air de quelqu'un qui en a besoin. Ne m'impliquez pas là-dedans, d'accord ? Promis. » J'ai ouvert le dossier. Il y avait plusieurs anciens actes de propriété, des documents jaunis, certains presque en lambeaux. Et à mesure que je lisais, la vérité se révélait comme une plaie ouverte. Les terres n'appartenaient pas à la famille Lefebvre. Elles ne leur avaient jamais appartenu. À l'origine, elles appartenaient à une famille nommée Martel, le vieux Henri Martel et ses fils. Ils avaient hérité de ces terres de générations passées. C'étaient des terres fertiles, avec de l'eau, une forêt, un avenir. Mais en 1967, il y a eu un incendie. La maison des Martel a pris feu au milieu de la nuit. Le vieux Henri est mort. Sa femme est morte. Des 4 enfants, une seule a survécu, une fille de 12 ans qui a réussi à s'échapper en sautant par la fenêtre. Après l'incendie, la famille Lefebvre, qui était voisine, a pris le contrôle des terres. Ils disaient que c'était pour s'en occuper, que la fille était trop petite, qu'elle n'avait plus personne. Mais la fille n'a jamais revu la couleur de ses terres. Et quand elle a grandi et a essayé de les réclamer, elle a disparu, simplement disparu. Plus personne n'a jamais entendu parler d'elle. J'ai lu tout ça, les mains tremblantes, la gorge nouée. « Vous l'avez connue ?» ai-je demandé à la jeune femme, la fille qui a survécu. Elle a secoué la tête. « Non, mais ma grand-mère l'a connue. Elle disait que c'était une jolie fille aux yeux clairs qui s'était enfuie dans le sud. Mais il y a des gens qui disent qu'elle n'est jamais partie d'ici. Oh, qu'elle est enterrée quelque part et que personne ne la trouvera jamais. » Un frisson m'a parcouru l'échine. « Et la maison ?» ai-je demandé. « La maison où l'incendie a eu lieu ? Elle existe toujours. » La jeune femme m'a regardé avec une expression étrange. « Oui, c'est une vieille maison abandonnée près de la rivière. Personne n'y habite depuis des années. On dit qu'elle est hantée. Le monde a tourné autour de moi. La maison près de la rivière, la maison où j'habitais, la maison où j'avais trouvé la boîte. C'était la maison de la famille Martel, la maison où ils étaient morts, brûlés vifs. Je suis rentré au village en état de choc. Je n'arrêtais pas de trembler, je n'arrêtais pas de penser. Je vivais dans la maison où la famille de Jean-Claude avait assassiné des gens. Et il le savait. C'est pour ça que Renaud était venu. C'est pour ça qu'il était si désespéré de savoir si j'avais trouvé quelque chose. Parce que si la vérité éclatait, ce n'était pas seulement la terre qu'ils allaient perdre, c'était leur liberté. J'ai récupéré les filles chez Madame Augustine et je suis rentré en courant à la maison. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'un rouge sang. Quand nous sommes arrivés, la porte était ouverte. Je l'avais fermée à clé en partant, j'en étais sûr. Restez derrière moi, ai-je ordonné aux filles. Je suis entré doucement. La maison était sans dessus-dessous. Les meubles poussés, les lattes du plancher arrachées. J'ai couru jusqu'à l'endroit où j'avais caché la boîte. Elle n'était plus là. Ils l'avaient prise. Ils avaient tout pris. Et sur le trou béant, il y avait un mot griffonné sur un bout de papier. « Laisse tomber, Sylvie, ou tes filles paieront. » Mon corps tout entier s'est figé. Les mots dansaient devant moi, flous, tandis que je les relisais encore et encore, comme si répéter pouvait changer ce qui était écrit. « Ou tes filles paieront. » Le couteau de la peur s'est enfoncé profondément dans ma poitrine. Il ne s'agissait plus de moi. Ça n'avait jamais été que de moi, mais maintenant, ils avaient mis mes filles au milieu. « Maman !» La voix de Jeanne venait de derrière, petite, effrayée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me suis retourné vivement, froissant le papier dans ma main. « Rien, mon amour, ils ont juste mis un peu de désordre. On va ranger. » Mais ma voix est sortie tremblante, et Jeanne me connaissait trop bien. « Tu as peur. Ça ne servait à rien de mentir. »
Oui, mais on va s'en sortir. Je ne laisserai rien vous arriver. Vous avez compris? Rien. Je les ai serrées toutes les deux dans mes bras, sentant l'odeur de leurs cheveux, la chaleur de leur petit corps contre le mien, et je me suis juré à ce moment-là que je les protégerais, quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, je n'ai pas couché les filles dans la chambre. J'ai apporté les couvertures dans le salon et nous avons fait d'une sorte de campement par terre, toutes les trois ensemble, tout près de la porte. Je n'allais pas les quitter des yeux, pas une seconde. La maison grinçait dans le vent. Chaque bruit semblait une menace. La rivière en contrebas coulait, indifférente, comme si rien de tout cela n'importait, comme si la vie et la mort n'étaient que des marées qui passent. Je suis resté à regarder le plafond, les trous par où la lune entrait, et j'ai pensé à tout ce que j'avais découvert. La vérité était claire maintenant. La famille Lefebvre avait tué pour s'emparer de ces terres. Ils avaient brûlé des gens vifs, effacé toute une famille de l'histoire, puis construit un empire sur les cendres. Et Jean-Claude, mon Jean-Claude, est-ce qu'il savait? La question me rongeait de l'intérieur. Elle me faisait plus mal que tout. Parce que s'il savait, alors tout ce que nous avions vécu était un mensonge. Le mariage, l'amour, les promesses, tout. Mais s'il ne savait pas, s'il avait découvert, une idée a commencé à se former dans ma tête. Une idée terrible. Jean-Claude était mort dans un accident. Il était tombé du vieux pont en revenant de la ville, une nuit de pluie. La voiture avait dévalé le talus. On avait dit qu'il avait perdu le contrôle, que la route était glissante. Mais si ce n'était pas un accident, s'il avait découvert la vérité sur sa famille, s'il avait menacé de tout raconter, aurait-il tué leur propre frère pour garder le secret? Mon estomac s'est noué. J'ai pressé ma main contre ma bouche pour retenir la nausée. Oui, il l'aurait fait. Des gens qui brûlent une famille entière sont capables de tout. Le matin, je me suis levé avant le soleil. J'ai laissé les filles dormir et je suis sorti sur le terre-plein. L'air était humide, avec une odeur de terre et de rivière. La brume couvrait tout, donnant au monde une apparence fantomatique. J'ai marché jusqu'au bord du talus et je suis resté à regarder la rivière en contrebas. L'eau était sombre, presque noire à cette heure-là, coulant lentement, lourdement. J'avais deux choix. Je pouvais prendre les filles et fuir, disparaître d'ici. Aller très loin, là où la famille Lefebvre ne pourrait pas nous trouver. Oublier tout ce que j'avais découvert, laisser les morts reposer, laisser l'injustice enterrée. Ce serait le plus sûr, le plus sensé. Mais serait-ce juste? L'image du vieux Henri et de sa famille brûlant vif ne quittait pas mon esprit. La fillette de 12 ans, sautant par la fenêtre, perdant tout, se faisant voler, disparaissant sans laisser de traces. Elle avait un nom, une histoire, un droit, et j'allais simplement tourner le dos? J'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné vivement, le cœur battant la chamade. C'était Madame Augustine. Elle venait par le chemin de terre avec un baluchon en tissu à la main, son foulard sur la tête, le visage fatigué de quelqu'un qui en a trop vu dans la vie. « Bonjour, Sylvie. »« Bonjour, Madame Augustine. Vous êtes matinale. »« Oui. » Elle s'est arrêtée près de moi, regardant la rivière. « J'ai apporté quelques petites choses pour les filles. Des biscuits, du pain d'épices. » Elle a fait une pause. « Et je suis venu te prévenir. »« Me prévenir de quoi ?» Elle m'a regardé avec ses yeux profonds, sérieux. « On parle de toi au village. On dit que tu as fouillé dans des choses qui ne te regardaient pas, que tu es allé aux archives de la ville poser des questions. » Mon sang s'est glacé. Et qu'il faut que tu fasses attention. La famille Lefebvre, ils ne plaisantent pas, Sylvie. J'ai vu des choses dans ma vie que tu n'imagines même pas. J'ai vu des gens disparaître. J'ai vu des familles entières s'évanouir. Et personne ne dit rien, parce que celui qui parle, elle n'a pas terminé sa phrase. Ce n'était pas la peine. Je sais, Madame Augustine, je sais. Alors, pourquoi tu ne prends pas tes filles et tu ne pars pas? Tu es encore jeune. Tu peux recommencer ailleurs, loin d'ici, loin d'eux. Parce que ma voix s'est brisée. J'ai respiré profondément. Parce que ce n'est pas juste. Et ce qu'ils ont fait, ce n'est pas juste. Juste? Elle a eu un rire amer.
Depuis quand le monde se soucie de ce qui est juste? Ils ont le pouvoir, l'argent, des gens à leurs bottes. Et toi, tu n'as rien. J'ai la vérité. La vérité ne remplit pas le ventre, ma petite, et elle ne protège personne. Nous sommes restés en silence un moment. Le soleil commençait à se lever, dissipant la brume, faisant briller la rivière. « Laisse-moi te raconter quelque chose », a dit Madame Augustine en baissant la voix. « J'ai connu la petite, celle qui a survécu à l'incendie. Mon cœur a fait un bond. Vous l'avez connue? Oui, c'était une amie de ma sœur, une jolie fille, les yeux clairs, les cheveux longs. Elle s'appelait Hélène, Hélène Martel. Hélène. Enfin, elle avait un nom. Elle a disparu quand elle avait une vingtaine d'années, a continué Madame Augustine. Elle disait qu'elle allait chercher justice, qu'elle allait prouver que les terres étaient à elle. Et puis, plus personne ne l'a jamais revue. Elle m'a regardé fixement. Tu crois qu'elle a réussi? Je n'ai pas répondu. Non, a répondu Madame Augustine pour moi. Elle n'a pas réussi. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle était seule, comme toi. Et les gens seuls ne gagnent pas contre les gens puissants. Alors, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber? Je fais comme si je ne savais rien? Je ne dis pas ça. Elle a posé sa main sur mon épaule. Je dis que tu dois être maligne. Si tu veux les affronter, tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin d'alliés. Tu as besoin de preuves qu'ils ne peuvent pas détruire. Tu as besoin de gens qu'ils ne peuvent pas faire taire. Elle avait raison. Mais où allais-je trouver ça? Madame Augustine est partie peu après, me laissant avec plus de questions que de réponses. Je suis rentré à la maison. Les filles étaient déjà réveillées et mangeaient les biscuits que Madame Augustine avait apportés. Jeanne m'a regardé à sa manière, trop sérieuse. « Maman, on va partir d'ici. » « Pourquoi tu demandes ça? » « Parce que j'ai entendu Madame Augustine parler, et parce que tu as peur. Je sais que tu as peur. » Je me suis assise à côté d'elle, et j'ai pris sa main dans la mienne. « J'ai peur. Oui, Jeanne. Mais ce n'est pas de rester ici. C'est de prendre la mauvaise décision, de ne pas savoir quoi faire pour vous protéger. »« On peut t'aider, » a-t-elle dit de cette voix ferme qui me rappelait tant Jean-Claude. « Je sais, mon amour. Mais cette bataille, c'est la mienne. » « Quelle bataille ?» J'ai regardé dans ses yeux, dans les yeux de Claire, et j'ai su que je ne pouvais plus rien cacher. Elle méritait de savoir la vérité, même si ça faisait mal, même si c'était dangereux. Parce que s'il m'arrivait quelque chose, elle devait comprendre pourquoi. Asseyez-vous, toutes les deux. Je vais vous raconter une histoire. Et j'ai parlé de la famille Martel, de l'incendie, des terres volées, de la petite Hélène qui avait disparu. J'ai parlé de la boîte que j'avais trouvée sous le plancher, des documents, de l'argent. Et j'ai parlé de la famille de leur père. Jeanne a tout écouté en silence, le visage de plus en plus pâle. Claire s'est mise à pleurer au milieu, mais je ne l'ai pas interrompue. Elle devait entendre. Quand j'ai eu fini, nous sommes restées assises là, toutes les trois, au milieu de cette vieille maison portant le poids d'une vérité qui ne tenait sur les épaules de personne. « Papa le savait ?» a demandé Jeanne d'une voix brisée. « Je ne sais pas, ma chérie, je ne sais pas. Mais tu penses que oui ?» J'ai respiré profondément. Je pense que peut-être il l'a découvert. Et peut-être que c'est pour ça qu'il est mort. Le silence qui est tombé était lourd comme une pierre tombale. Alors, ce n'était pas un accident, a dit Jeanne, plus pour elle-même que pour moi. Ils ont tué papa. Je n'ai pas de preuve de ça. Mais tu le crois? Je l'ai regardé, son visage, et je n'ai pas pu mentir. Je le crois. Elle s'est levée, est allée à la fenêtre et restée à regarder dehors, le dos tremblant, la main serrée sur le rebord. « Alors, il faut qu'on fasse quelque chose, » a-t-elle dit sans se retourner. « On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. » Jeanne. « Non, maman. » Elle s'est retournée et j'ai vu des larmes couler sur son visage. « S'ils ont tué papa, s'ils ont tué toute cette famille, s'ils ont volé, menti,
Ils doivent payer. Ma chérie, je te le promets, mais de la bonne manière, sans vous mettre en danger. Et comment? C'était la question. À 1 million. Comment? La réponse est venue cet après-midi-là, d'une manière que je n'aurais jamais attendue. J'étais dans le jardin, en train d'étendre le linge, quand j'ai vu une voiture s'arrêter sur la route. Ce n'était pas la voiture de Renault. C'en était une autre, plus petite, plus vieille. Une femme en est descendue. C'était une femme plus âgée, d'environ 70 ans, les cheveux gris attachés en chignon, des lunettes à monture fine, des vêtements simples, mais soignés. Elle est restée sur le bord de la route à regarder la maison. Puis elle m'a regardé et s'est mise à pleurer. J'ai lâché le linge que je tenais et je me suis approché d'elle lentement. « Madame, ça va ?» Elle n'a pas répondu, elle a juste continué à regarder la maison, les larmes coulant sur son visage. « Excusez-moi, a-t-elle dit finalement. C'est que, ça fait si longtemps, je pensais que je ne reverrais jamais cet endroit. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Vous connaissez cette maison? Elle m'a regardé, et dans ses yeux clairs, j'ai vu la réponse avant même qu'elle ne parle. Je la connais, je suis né ici. Le monde s'est arrêté. Votre nom? Ma voix n'était qu'un filet. Votre nom est Hélène? Elle a cligné des yeux, surprise. Comment le savez-vous? Et là, j'ai su. J'ai su que je n'étais pas seul. J'ai su que la fille que tout le monde croyait disparue avait survécu, et qu'elle était revenue. J'ai invité Hélène à entrer, mais elle a hésité sur le seuil, comme si franchir cette porte signifiait retourner dans le passé. Ses mains tremblaient, son visage était pâle. « Ça fait si longtemps », a-t-elle murmuré. « Si longtemps que j'essaie d'oublier, mais je n'y arrive pas. »« Entrez, s'il vous plaît. » Ma voix était douce, comme si je parlais à un animal effrayé. « Vous devez vous asseoir, boire un verre d'eau. » Elle est entrée lentement, regardant chaque coin, chaque mur, chaque morceau de cette maison, comme si elle y voyait des fantômes. Et c'était probablement le cas. Les filles sont restées silencieuses dans un coin, observant. J'ai fait signe à Jeanne d'aller chercher de l'eau, et elle y est allée en courant. Hélène s'est assise sur une vieille chaise, et est restée là, les mains sur les genoux, les épaules voûtées. On aurait dit qu'elle portait le monde entier sur son dos. « Comment m'avez-vous trouvé ?» ai-je demandé. « Je ne vous ai pas trouvé. Je suis venu. Je suis venu parce que j'ai appris que des gens habitaient de nouveau ici. Je l'ai su au village. Et il fallait que je voie. Il fallait que je revienne avant. » Elle s'est arrêtée, a dégluti, avant qu'il ne soit trop tard. Oh, trop tard, pourquoi? Pour dire la vérité, pour que quelqu'un sache ce qui s'est vraiment passé. Jeanne est revenue avec l'eau. Hélène a bu lentement, les mains toujours tremblantes. Puis, elle m'a regardé. « Et vous, vous vivez ici seul ?»« Avec mes filles. Mon mari est mort il y a quelques mois. » Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait le poids de ses mots. « Je suis désolé. » Une pause. « Comment s'appelait-il » ? Jean-Claude Lefebvre, mais tout le monde l'appelait Jean-Claude. Le changement sur son visage a été instantané. Ses yeux se sont écarquillés. Son corps tout entier s'est tendu. Lefebvre? Oui. Vous étiez marié à un Lefebvre. J'ai acquiescé lentement, sentant mon estomac se nouer. Alors vous savez, a-t-elle dit, la voix dure. Vous savez ce que cette famille a fait? Je le sais maintenant. Je l'ai découvert il y a quelques jours. J'ai trouvé une boîte enterrée ici, avec des documents, des preuves. Hélène a fermé les yeux. Une larme a coulé sur son visage. La boîte de mon père. Je savais qu'il l'avait cachée, mais je ne l'ai jamais trouvée. C'était à votre père? Oui. Il se méfiait. Il savait que les Lefebvre voulaient des terres. Il venait de faire des offres, mais mon père ne vendait pas. Il disait que cette terre était faite de sang, de sueur, de générations, qu'elle n'avait pas de prix. Elle a ouvert les yeux et m'a fixé. Alors, ils ont décidé de la prendre autrement. L'incendie. L'incendie. Sa voix était un murmure chargé de douleur.
J'avais 12 ans. Je me suis réveillé avec une odeur de fumée. Le feu avait déjà pris la moitié de la maison. Mon père a crié que je saute par la fenêtre. J'ai sauté. Je suis tombé par terre. Je me suis blessé au genou, mais j'ai réussi à me relever. Je suis resté là à crier pour eux, à crier qu'ils sortent. Mais personne n'est sorti. Elle a serré les poings, ses jointures devenant blanches. J'ai tout vu brûler. J'ai entendu les cris, et je n'ai rien pu faire. Le silence dans la pièce était si lourd qu'il en était suffocant. Même les filles étaient figées, les yeux écarquillés. « Et après » ai-je demandé, la voix étranglée. « Après, les Lefebvre m'ont recueilli. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient de moi jusqu'à ce que je sois grande, qu'ils garderaient les terres pour moi. Mais tout était mensonge. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai cherché les papiers. Il n'y avait rien. Tout avait été transféré à leur nom. Ils ont falsifié des documents, soudoyé des gens. Et quand j'ai menacé de les dénoncer, elle s'est arrêtée, tremblante. Ils m'ont donné 2 options, disparaître ou mourir. Et vous avez disparu. Oui. Je suis parti dans le sud, j'ai changé de nom, je me suis marié, j'ai essayé de refaire ma vie. Mais je n'ai jamais oublié. Jamais. Et maintenant? Maintenant, je suis malade. Un cancer. Les médecins m'ont donné 6 mois. Elle m'a regardé avec une intensité qui me transperçait. Je ne mourrai pas sans qu'il paie. Je ne le ferai pas. Nous avons parlé pendant des heures. Hélène a tout raconté. Chaque détail, chaque nom, chaque chose qu'elle avait vue et entendue pendant ces années passées avec les Lefebvre avant de fuir. Elle savait des choses. Elle connaissait d'autres familles qui avaient été expulsées. Elle était au courant d'affaires louches. Elle connaissait toute leur turpitude. « Mais vous n'avez jamais porté plainte ?» ai-je demandé. « Plusieurs fois » a-t-elle dit avec un rire amer. « Mais ils ont des gens partout. Le commissaire, le juge, le procureur. Tout le monde est dans leur poche. Mes plaintes disparaissaient toujours. Ou alors, on disait que j'étais folle, que j'inventais des histoires, que je voulais les escroquer. Et la boîte, les documents de votre père? Je ne l'ai jamais trouvée. Je pensais qu'elle avait brûlé dans l'incendie ou qu'il l'avait détruite. Elle m'a regardé. Mais vous l'avez trouvée? Je l'ai trouvée, mais ils l'ont prise. Ils sont entrés dans la maison et ont tout emporté. Son visage s'est décomposé. Non. Je suis désolé. J'ai essayé de la protéger, mais ils m'ont menacé. Ils ont menacé mes filles. Hélène est restée silencieuse un long moment. Puis elle s'est levée, est allée à la fenêtre, a regardé dehors. « Alors c'est fini ?» a-t-elle dit tout bas. « Il n'y a plus de preuves, plus rien. Ils ont encore gagné. » Non, je me suis levé aussi. Ce n'est pas fini. Je me souviens de ce qu'il y avait dans ces papiers. J'ai tout lu. Je peux témoigner. Et vous aussi. Ensemble, on est plus fortes que seules. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants. « Vous êtes prête à faire ça, même en connaissant le risque, même en sachant qu'ils peuvent vous faire ce qu'ils ont fait à votre mari ?» La mention de Jean-Claude m'a frappé comme un coup de poing. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Hélène m'a regardé avec pitié. « Vous croyez vraiment que c'était un accident ?» J'avais des doutes, mais ce n'était pas un accident, Sylvie. Je le sais parce que j'ai vu. J'étais ici. J'étais revenu en cachette pour essayer de trouver des preuves. Et cette nuit-là, j'ai vu la voiture de votre mari sortir du pont. J'ai vu une autre voiture derrière. Je les ai vus le forcer à sortir de la route. Elle a dégluti. J'ai tout vu. Et je n'ai rien fait parce que j'avais peur, parce que je suis une lâche. Mon monde s'est écroulé. Mes jambes ont fléchi. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. C'était donc vrai. Jean-Claude n'était pas mort dans un accident. Il l'avait tué, sa propre famille. Pourquoi? Ma voix n'était qu'un filet. Pourquoi l'ont-ils tué? Parce qu'il a découvert. Il a trouvé quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais quelques jours avant, je l'ai vu se disputer avec son frère, crier, dire qu'il allait tout raconter, qu'il n'en pouvait plus de vivre avec ce mensonge. Hélène a essuyé ses larmes, et il ne pouvait pas laisser faire ça. Je suis tombé à genoux, les filles sont venues en courant, m'ont serré dans leurs bras, ont pleuré avec moi.
Et à ce moment-là, la douleur s'est transformée en autre chose, en colère, en détermination, en soif de justice. Je me suis relevé lentement, j'ai essuyé mon visage, j'ai regardé Hélène. Nous allons les faire tomber, ensemble, quoi qu'il en coûte. Mais comment? Sans les documents? On trouvera un autre moyen, on ira jusqu'où il le faudra. On racontera tout à tout le monde, à la presse, au ministère public, à qui voudra bien nous écouter. On n'arrêtera pas tant qu'ils n'auront pas payé. Hélène m'a regardé un long moment, puis a hoché la tête. D'accord, mais il faut être maligne. Il nous faut un plan. J'ai un plan. Je me suis tourné vers Jeanne. Tu te souviens de tout ce que je t'ai raconté sur les documents? Je me souviens, maman. Alors, tu vas tout écrire, chaque détail, on va fabriquer notre propre preuve. Et pendant ce temps, j'ai regardé Hélène, vous allez m'emmener voir les bonnes personnes, des gens qui ne sont pas à la solde des Lefebvre, des gens qui peuvent nous aider. Il y a un procureur à Bordeaux, un homme sérieux qui ne se laisse pas acheter. Il m'a écouté une fois, il y a des années, mais je n'avais pas assez de preuves. Maintenant, avec votre témoignage et le mien, ça pourrait suffire. Ça pourrait. J'ai regardé mes filles, leurs yeux effrayés mais aussi déterminés. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Qu'on va devoir se battre, que ce sera dangereux, que ça peut mal tourner. On comprend, maman, a dit Jeanne en me tenant la main. Mais c'est pour papa et pour la justice. On ne peut pas les laisser gagner. Je les ai serrés fort dans mes bras. Alors on va le faire ensemble, toutes ensemble. Hélène s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. « Merci », a-t-elle dit, la voix étranglée. « Merci de ne pas abandonner, de ne pas avoir peur. »« J'ai peur », ai-je avoué, « mais je ne laisserai pas la peur gagner. Nous avons passé le reste de la journée à tout planifier. Hélène est restée avec nous, et ensemble. Nous avons monté une stratégie. Le lendemain, nous irions à Bordeaux, toutes les quatre. Nous chercherions le procureur, nous lui raconterions tout, et nous ne reviendrions pas sans une garantie de protection. Quand la nuit est tombée, Hélène a dit qu'elle dormirait dans sa voiture, qu'elle ne pourrait pas dormir dans cette maison. Trop de souvenirs, trop de douleurs. J'ai compris. J'ai couché les filles, et je suis resté à la fenêtre à regarder le ciel étoilé. Jean-Claude était là-haut, quelque part, et j'allais lui rendre justice. J'allais rendre justice à Hélène. J'allais rendre justice à toutes les personnes que cette famille avait détruites. Peu importait le prix, mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé en sursaut. Du bruit. Le bruit d'une voiture, de plusieurs voitures. Je me suis levé d'un bond, j'ai couru à la fenêtre, et j'ai vu 3 4x4 arrêtés sur la route. Des hommes en descendaient, avec des lampes de poche, des outils. Et devant eux tous, Renaud. Ils étaient venus. Et cette fois, ils ne venaient pas seulement pour menacer. Mon sang s'est glacé. J'ai réveillé les filles dans un murmure désespéré. « Levez-vous, vite, sans faire de bruit. » Jeanne a compris tout de suite. Elle a pris Claire par la main, et elles m'ont suivi jusqu'au fond de la maison. Mon cœur battait si fort qu'il allait exploser. Par la fente de la fenêtre, j'ai vu les hommes se disperser. Renaud est resté près des voitures, les bras croisés, observant. Il n'avait pas besoin de se salir les mains, jamais. Un des hommes portait un bidon. À la façon dont il le tenait, lourd, le liquide se balançant à l'intérieur, j'ai su ce que c'était. De l'essence. Ils allaient brûler la maison avec nous à l'intérieur, comme ils l'avaient fait avec la famille Martel. L'histoire allait se répéter. « Maman !» La voix de Claire n'était qu'un filet effrayé. « Mon amour, on va sortir. Mais il faut le faire en silence. » Je suis allé à la porte de derrière, celle qui donnait sur le jardin et sur le talus qui descendait vers la rivière. J'ai tourné la poignée doucement, priant pour qu'elle ne grince pas. La porte s'est ouverte. L'air de la nuit est entré, frais, avec une odeur de rivière et de broussailles. Dehors, il faisait sombre, seule la lune éclairait faiblement. « Sortez !» ai-je murmuré. Les filles sont passées devant moi, descendant le talus, s'agrippant aux racines et aux pierres pour ne pas tomber. Je venais derrière, regardant en arrière à chaque seconde. J'entendais les voix des hommes devant la maison.
Il y a quelqu'un dedans? Peu importe, le patron a dit de brûler. Et s'il y a des gens? Tant pis pour elle. Elle n'avait qu'à partir quand on leur en a donné la chance. Des larmes chaudes ont coulé sur mon visage, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas m'arrêter. Nous sommes arrivés au bord de la rivière. L'eau coulait, sombre, faisant du bruit contre les pierres. De l'autre côté, il y avait une végétation dense, mais c'était notre seule chance. Il va falloir traverser à la nage. Ai-je dit, tenez-vous l'une à l'autre, ne vous lâchez pas. Et toi, maman, je suis juste derrière. Mais avant que nous puissions entrer dans l'eau, j'ai entendu un cri. C'était Hélène, elle était sortie de sa voiture. Arrêtez, qu'est-ce que vous croyez faire? Mon cœur a sombré. Non, non, Hélène, retourne-toi, monte dans ta voiture et pars. Mais elle n'est pas partie. Elle a marché droit vers les hommes, d'un pas ferme, même si elle tremblait, même en connaissant le risque. Renaud s'est tourné vers elle. Même de loin, même dans le noir, j'ai vu son expression changer quand il l'a reconnue. « Toi » a-t-il dit, et sa voix portait autant de surprise que de haine. « Oui, moi » Hélène s'est arrêtée devant lui, droite, pleine de défis. « Je suis revenu, Renaud, et cette fois, je ne fuirai pas. Tu aurais dû rester où tu étais, tu aurais dû mourir loin d'ici. Je ne suis pas morte, et je ne mourrai pas en silence. » Elle a regardé les hommes, le bidon d'essence. « Vous allez brûler cette maison comme vous avez brûlé ma famille, comme vous avez brûlé tout ce qui était à moi. Tu n'as rien, tu n'as jamais rien eu. J'avais tout. » Son cri a déchiré la nuit. « J'avais un père, une mère, des frères, j'avais une maison, une terre, un avenir, et vous m'avez tout pris. Vous avez tué ma famille pour vous emparer de ce qui n'était pas à vous. » « Tais-toi, vieille folle. Je ne me tairai pas. » Elle a fait un pas en avant. « J'ai des témoins maintenant. J'ai des gens qui connaissent la vérité. Tu peux me tuer. Tu peux brûler cette maison. Tu peux essayer de tout effacer à nouveau. Mais tu n'y arriveras pas. La vérité est déjà sortie. Des gens sont déjà au courant. Et demain, tout le monde saura. » Renaud est resté silencieux, puis il a eu un sourire froid. « Alors, tu brûleras aussi. » Et il a fait signe à ses hommes. Je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement remonté le talus en courant. Non, les hommes se sont retournés. Renaud m'a vu. Son expression s'est durcie. « Sylvie, tu devrais être à l'intérieur. » Je ne vous laisserai pas faire ça. Ma voix tremblait, mais je suis resté ferme. Pas encore. Assez de morts. Assez de mensonges. Tu n'as pas le choix. Si, j'ai le choix. Je peux crier, réveiller tout le monde, faire un scandale, appeler les gendarmes. Les gendarmes travaillent pour moi, tous. J'ai regardé les hommes autour de nous, leurs visages. Vous allez tous faire ça? Vous allez brûler une maison avec une femme et des enfants à l'intérieur? Vous allez porter ça sur votre conscience pour le reste de votre vie? J'ai vu certains d'entre eux échanger des regards. J'ai vu le doute. Il vous paie, ai-je continué en désignant Renaud. Mais vous aussi, vous avez une famille, des enfants, une mère. Comment allez-vous les regarder en face, en sachant ce que vous avez fait? Tais-toi, a grogné Renaud. Je ne me tairai pas, parce que contrairement à vous, je n'ai pas peur de la vérité. J'ai regardé chacun d'eux. La famille Lefebvre a tout construit sur le sang. Ils ont tué le vieux Henri et sa famille. Ils ont volé les terres, et ils ont tué mon mari parce qu'il a découvert la vérité. Ton mari est mort dans un accident. Mensonge. Mon cri a résonné. Hélène a tout vu. Elle vous a vu le forcer à sortir de la route. Elle est témoin. Et moi aussi, j'ai trouvé les documents. Je sais tout. Et si vous me tuez, si vous brûlez cette maison, vous ne ferez que prouver que tout est vrai. Le silence qui est tombé était dense. Renaud était furieux, les poings serrés. Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux. La peur. Il avait peur parce que pour la première fois de sa vie, il n'avait pas le contrôle total. Il y avait trop de gens au courant, trop de témoins, trop de risques. « Vous voulez me tuer ?» ai-je continué. « Alors tuez-moi. Mais sachez que demain matin, il y a un procureur à Bordeaux qui nous attend. Et si on ne se présente pas, il saura exactement ce qui s'est passé. Et là, il n'y aura pas d'argent, pas de pouvoir,
rien qui puisse vous sauver. Je bluffais. Il n'y avait pas encore de procureur qui nous attendait, mais il ne le savait pas. Renaud m'a fixé un long moment. J'ai soutenu son regard, même en tremblant, même en ayant peur, jusqu'à ce qu'il crache par terre. On s'en va. Mais patron, j'ai dit, on s'en va. Les hommes ont hésité, mais ils ont obéi. Ils ont lâché le bidon d'essence, sont retournés à leur voiture. Renaud s'est approché de moi. Il s'est mis tout près, la voix basse et venimeuse. « Tu vas le regretter, toi et ta famille. Je vais vous détruire, lentement. Je vais tout vous prendre. Je vais vous faire supplier de mourir. »« Tu peux toujours essayer, » ai-je répondu, la voix ferme. « Mais nous n'abandonnerons pas, et tu le sais. » Il a craché de nouveau, cette fois près de mon pied. Puis, il s'est retourné et il est parti. Les voitures ont démarré, soulevant une poussière ocre sur la route. Et quand le bruit des moteurs a disparu au loin, je me suis effondré par terre. Hélène est venue en courant, m'a aidé à me relever. Tu as été folle, mais courageuse. Je ne pouvais juste pas laisser ça se reproduire. Les filles ont remonté le talus en courant et m'ont serré dans leurs bras. Nous avons pleuré ensemble, là, au milieu du terre-plein, sous le ciel étoilé. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous avons attendu qu'ils reviennent, attendu le pire, mais ils ne sont pas revenus. Quand le soleil s'est levé, apportant une lumière dorée au monde, nous étions toutes les quatre assises sur la terrasse, fatiguées, sales, mais vivantes. « Il faut qu'on parte maintenant, » a dit Hélène, « avant qu'il ne change d'avis. » Je sais. Nous avons rassemblé le peu que nous avions. Des vêtements, des papiers, la radio cassée de Jean-Claude que je n'arrivais pas à laisser derrière moi. Nous sommes montés dans la voiture d'Hélène, serrés, mais ensemble. Avant de partir, j'ai regardé la maison une dernière fois, la maison où tout avait commencé, où la vérité avait été enterrée puis déterrée, où le feu avait emporté une famille et avait failli en emporter une autre. « On reviendra ?» a demandé Claire. « Je ne sais pas, mon amour, mais où que nous allions, nous serons ensemble. » Hélène a démarré la voiture et nous sommes partis sur le chemin de terre, laissant derrière nous la poussière ocre, la rivière, les ombres, mais emportant avec nous la vérité et la détermination de rendre justice, quoi qu'il en coûte. Épilogue, 6 mois plus tard. Le procureur nous a crus. Ça n'a pas été facile. Il a dû tout entendre plusieurs fois. Il a dû enquêter, rassembler des preuves, entendre des témoins. Mais c'était un homme sérieux, comme l'avait dit Hélène. Il ne se laissait pas acheter. Et quand les preuves se sont accumulées, témoignages, documents que nous avons réussi à récupérer dans d'autres archives, des gens qui s'étaient tus pendant des années et qui osaient maintenant parler, le château de cartes de la famille Lefebvre a commencé à s'effondrer. Renaud a été arrêté, avec 2 de ses frères et plusieurs de ses hommes de main. Les chefs d'accusation, homicide, falsification de documents, vol, intimidation. Les terres ont été restituées, pas à moi, à Hélène, parce qu'elles avaient toujours été à elle. Elle a essayé de partager avec moi, mais je n'ai pas accepté. Ce n'était pas à moi, ça ne l'avait jamais été. Mais elle a insisté pour me donner une partie. Elle a dit que c'était pour les filles, pour leur avenir. Et cette fois, j'ai accepté, parce que l'avenir, c'est ce dont nous avions besoin. Aujourd'hui, nous vivons dans une petite maison à la périphérie de la ville. Rien de luxueux, mais c'est à nous, vraiment à nous, avec un acte notarié et tout. Les filles vont dans une bonne école. Jeanne veut devenir avocate. Elle dit qu'elle veut défendre les gens qui n'ont pas de voix, comme nous avons été défendus. Claire, elle, veut être fleuriste, mais elle a le temps. Hélène vit près de chez nous. Le cancer progresse, mais elle dit qu'elle tiendra le temps qu'il faudra. Que maintenant que justice a été faite, elle peut reposer en paix. Parfois, je retourne à la maison près de la rivière. Pas pour y vivre, juste pour me souvenir. Je me souviens de la peur, de la solitude, de la douleur. Mais je me souviens aussi de la force, du courage. D'avoir découvert que même en n'étant rien aux yeux du monde, j'avais quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. La vérité et le courage de me battre pour elle. Un jour, il y a quelques semaines, j'y ai emmené les filles. Je voulais qu'elles la revoient.
Je voulais qu'elle comprenne d'où nous venions, ce que nous avions traversé, ce que nous avions conquis. Nous sommes restés là, sur la vieille terrasse, à regarder la rivière. « Tu crois que papa est fier ?» a demandé Jeanne. J'ai regardé le ciel, le bleu infini. Je crois que oui, ma chérie. Je crois que où qu'il soit, il est fier de vous, de moi, de tout ce qu'on a accompli. Tu crois qu'il savait que tout finirait bien? Je crois qu'il croyait en nous, et c'est ça qui compte. Le vent a secoué les herbes sèches, la rivière a coulé en contrebas, indifférente, éternelle. Et à ce moment-là, j'ai ressenti la paix de savoir que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais honoré la mémoire de Jean-Claude, que j'avais donné une voix aux morts, que j'avais protégé mes filles, et qu'à la fin, la vérité trouve toujours un moyen de remonter à la surface. Même si ça prend du temps, même si ça fait mal, même si ça semble impossible. En rentrant à la maison ce jour-là, Claire m'a demandé « Maman, tu as encore peur ?» J'ai réfléchi à la réponse. J'ai pensé à tout ce que j'avais vécu, à tout ce que j'avais affronté. Oui, mon amour, chaque jour j'ai peur de quelque chose, mais j'ai appris qu'avoir peur, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de laisser la peur t'arrêter. Et on ne sait pas arrêter, n'est-ce pas? Non, on ne sait pas arrêter. Elle a souri. Et dans ce sourire, j'ai vu l'espoir, j'ai vu l'avenir. J'ai vu que malgré tout, malgré la douleur et la perte, il y avait encore de la place pour recommencer, pour vivre, pour être heureuse. Et peut-être qu'en fin de compte, c'est ça que Jean-Claude voulait pour nous. Pas une vie parfaite, mais une vie vraie, une vie à nous. Et c'est ce que nous avions maintenant, enfin. Cette histoire est dédiée à toutes les femmes qui, même sans voix, ont trouvé le courage, à toutes celles qui, même sans rien, n'ont pas abandonné, et à tous ceux qui croient que la vérité, aussi profondément enterrée soit-elle, trouve toujours un moyen de fleurir.